Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers. Alors si on partait à leur rencontre ? Aujourd'hui, je reçois Fabrice Flageol, accompagnant sexuel pour les personnes en situation de handicap. Il me paraît important de vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix d'interroger Fabrice. Eh bien parce que je me suis fixé comme objectif de découvrir la diversité des métiers. Du coup, en découvrant une vidéo de Fabrice parlant de son activité, cela a soulevé des questions en moi. Est-ce que je serais parfaitement en phase si je me fixais moi-même des limites dans les métiers interviewés ? Forte de cette réflexion, je me suis lancée et j'ai contacté Fabrice au travers de l'association APAS. Et pour être parfaitement honnête, avant cet appel, j'avais encore un doute. Est-ce que j'allais me sentir à l'aise ? Et puis j'ai eu Fabrice longuement au téléphone et je dois avouer que son discours, sa sincérité, sa bienveillance ont balayé tous mes doutes. Parce que, et j'espère que vous ressentirez ça à l'écoute de l'épisode, son métier dépasse largement l'acte sexuel. Il nous apprend beaucoup sur la situation de ces personnes, leur isolement affectif et même social, leur difficulté à apprendre à nouveau à aimer leur corps, à s'y reconnecter, et à reconnaître dans ce corps non plus un corps de souffrance, un corps médicalisé, mais un corps qui peut plaire et qui peut ressentir du plaisir. Alors il reste encore beaucoup à faire pour reconnaître cette pratique, de toujours plus la professionnaliser pour assurer un cadre bienveillant et sain. Et si cet épisode peut permettre de participer à cette évangélisation, j'en serai très contente. Alors pour tout cela, mille merci Fabrice de t'être prêté au jeu avec autant de sincérité et d'honnêteté. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute de la première partie de cet épisode. Bonjour Fabrice. Bonjour Julie. Alors, je suis ravie que tu aies accepté de mon invitation et que tu puisses nous ouvrir les coulisses de ton métier un peu particulier, méconnu et parfois et probablement parfois mal jugé, celui d'accompagnant sexuel, et notamment pour les personnes en situation de handicap, mais on va en reparler. Alors, j'en dis pas plus parce que je suis persuadée que tu t'en parleras 1000 fois mieux que moi. Fabrice, je te propose de démarrer en douceur en remontant quelques années en arrière pour nous décrire le petit Fabrice à l'école, qu'on apprenne à mieux te connaître. Et puis j'ai une deuxième petite question, c'est que j'aimerais bien savoir quel métier tu souhaitais faire quand tu étais petit. Donc, à l'école, j'ai commencé tout petit à la maternelle à être passionné par l'être humain, au point que j'aimais toutes les filles de ma classe, qu'elles me le rendaient bien, puisque naturellement, avec un consentement, je pense, automatique, on se faisait des bisous constamment. Je passais mon temps à faire des bisous à toutes les filles de la classe et je ne les forçais pas, je précise. Donc, j'étais dans un univers de bisounours, tout petit. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire ma fille quand je lui raconte, parce que ma fille qui a 8 ans, quand elle était en maternelle et que je lui disais comment je vivais moi ma maternelle, elle était un peu, pas choquée, mais surprise. Elle trouvait ça un peu surréaliste, quoi. Parce que passer son temps à faire des bisous à toutes les filles, apparemment, ça se fait pas. Enfin, en tout cas, pas dans son école et c'est plus à la mode, peut-être, je sais pas. Enfin, c'était pas une mode. Donc, bref, j'étais dans cet état d'esprit de vouloir aimer le monde entier qui m'entourait. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. À partir du moment où je suis sorti de la maternelle et que je suis arrivé au CP, là, c'était fini. Là, les rapports entre les garçons et les filles étaient totalement différents. Ça a été un choc terrible pour moi. J'ai mis bien 15 ans à m'en remettre. Parce que je cherchais désespérément à retrouver cet univers de bisounours et de douceur et d'amour simple, tout simplement. Mais ça me trottait toujours dans la tête, à un point où, quand on m'a demandé plus tard ce que je voulais faire comme métier, tout petit, je disais, moi, je veux faire l'amour. C'est tout. C'est la seule chose qui me passionnait. Voilà. Même si, bien sûr, je ne savais pas trop ce que c'était, mais je pense que mon inconscient, lui, devait savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour moi, la seule chose intéressante sur cette planète, c'était d'être avec les autres, de se faire des bisous, des câlins et d'être dans la douceur, quoi, tout simplement. Bon, voilà. Donc, vous imaginez un peu l'extraterrestre que j'étais. Mais c'est resté dans ma tête. J'ai arrêté de le dire pendant longtemps. Après, toute mon adolescence, tout ça, voilà, j'ai essayé d'être normal, entre guillemets. Ouais, tu t'es rendu compte qu'il valait mieux un peu polisser le discours, quoi. Oui, c'est sûr que... Parce qu'en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant plus ado et en étant comme ça, toujours dans la quête de séduire, de rencontrer, j'étais un peu quand même pris pour un obsédé quand même, parce que je ne pensais qu'à ça, entre guillemets. Et c'était difficile de me faire comprendre dans ma sincérité, parce qu'en fait, j'étais vraiment sincère dans ma démarche d'avoir envie d'aimer les femmes en général, tout le monde en manière générale, mais en particulier les femmes. Donc après, en grandissant, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui était plus beau que moi,
qui avait beaucoup plus de succès que moi. Alors, je dis la chance aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le disais pas. Hein. Mais Ouais, c'est ça. voilà. Mais ce qui était intéressant dans cette situation, c'est que mon frère n'assumait pas son succès. Et comme il ne restait pas longtemps avec les filles qui le séduisaient, elles venaient vers moi, pleurer dans mes bras, à me raconter leur malheur. Et j'écoutais ce qu'elles me disaient et j'apprenais à comprendre. Et à force de les écouter et de comprendre leurs désirs, leurs envies, j'ai fini par vraiment bien comprendre comment fonctionnaient les femmes. Enfin, les filles à l'époque. Et plus tard, même les femmes, parce que mon frère, quand il avait 16 ans, il se faisait draguer par des minettes de 25-30 ans, quoi. Parce qu'il était vraiment un beau mec, grand, enfin voilà, il faisait plus que son âge. Moi, j'avais 2 ans de plus que lui. Donc, les filles discutaient avec moi, mais elles draguaient mon frère. Donc, c'était assez rigolo. Situation particulière, mais n'empêche que ça m'a servi. J'ai compris ça après. Ça m'a servi d'être beaucoup plus proche encore des filles. Et j'adorais, moi, être au contact, même si je sortais pas avec elles. Mais en tout cas, j'étais tout le temps entouré de femmes, de filles. Je les écoutais. On avait beaucoup d'échanges. J'étais très apprécié comme copain. Et du coup, là, tu nous décris du coup le Fabrice adolescent, mais à ce moment-là, il faut quand même commencer à réfléchir à un métier, un parcours scolaire, etc. J'avais pas changé d'idée dans ma tête. Je faisais croire à tout le monde que je faisais des études pour essayer de faire quelque chose, mais dans ma tête, je savais très bien que les études ne m'intéressaient pas. En tout cas, pas ce genre d'études. Est-ce que tu peux nous décrire du coup justement le parcours que tu as eu quand même à la sortie du lycée? Tu as exercé un métier? Tout à fait. Je suis allé en lycée technique, hein, parce que il n'y a que là qu'on m'a mis, parce que je faisais aucun effort à l'école. Je faisais le minimum syndical pour pouvoir pas me faire trop engueuler chez moi et pouvoir quand même passer une classe au-dessus. Et donc, je suis arrivé en terminale, ça s'appelait F1, construction mécanique, tout ça, enfin un truc hyper passionnant. En fait, j'étais en conflit familial chez moi très fort avec mon père. Et à 18 ans, comme mon père me disait, de toute façon, tu seras libre, parce que je voulais sortir, enfin, je sortais un peu, mais pas autant que mes copains. Et donc, il me disait toujours, de toute façon, tu pourras faire ce que tu veux que quand tu seras autonome financièrement. Ok, 18 ans et 3 mois, j'ai quitté l'école en pleine terminale et je suis allé bosser, quoi. Donc, j'ai commencé ma vie professionnelle à ras les pâquerettes, hein, parce que j'avais aucun diplôme, vous imaginez bien, hein, avant même le bac, hein, je ne suis même pas allé au bac. Je suis revenu après, mais pas à ce moment-là. Donc, je suis allé faire des petits boulots. Comme dans ma famille, on est en Normandie, je suis entouré de pêcheurs et d'agriculteurs. Donc, j'ai choisi la pêche et je suis allé bosser avec une tante à moi qui est dans la poissonnerie et je suis allé bosser à la criée le matin. J'ai quitté l'école un 13 décembre. Le lendemain, j'étais à 4h30 du matin dans les chambres froides à moins 15 degrés. C'était un sacré choc thermique et psychologique, mais c'était un choix parce que à partir de ce moment-là, j'allais pouvoir m'assumer. Et en plus, ma mère, à ce moment-là, a quitté mon père aussi. Donc, bref, on s'est retrouvés dans une situation différente. Et je me suis mis voilà, à bosser. Donc, j'ai fait plein de petits boulots pour m'en sortir, en espérant grimper un peu. Et très rapidement, j'ai eu la chance de monter à Paris, ce qui est le rêve quand on est en Normandie, hein, de monter à Paris grâce à un oncle à moi qui m'a fait rentrer dans une boîte, ensuite une deuxième. Et je me suis retrouvé dans une boîte d'informatique qui était à la pointe à l'époque. C'était la société Amstrad, les premiers ordinateurs familiaux. J'ai eu la chance de faire partie de cette première équipe, des pionniers. Je me suis retrouvé à 22 ans à gérer une gestion de stock d'ordinateurs, de logiciels et une équipe de personnes qui étaient tous plus âgés que moi. Donc c'était waouh, très fort. Ça m'a fait mûrir très vite. D'ailleurs, à 22 ans, on m'en donnait 30, hein, pour vous dire. Et voilà, j'avais beaucoup de pression, beaucoup de jalousie, on me tirait dans les pattes. Enfin bref, c'était très compliqué. Donc très rapidement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fous? Et je ne suis pas fait pour ce monde-là. Voilà, donc ça a été des années très compliquées. J'ai tout quitté Paris. Alors... Et donc le doute, ou en tout cas les questionnements sont aussi arrivés à ce moment-là. J'aimerais comprendre en fait quelles sont les étapes que tu as franchies, si tu veux, pour devenir accompagnant sexuel. En fait, j'ai donc quitté... Alors, je suis resté encore à Paris, j'ai fait un autre boulot, enfin de commerciaux, j'ai fait une quinzaine de petits boulots. Et je suis donc rentré en Normandie chez ma mère. Donc là, j'ai été dans une position très inconfortable. Donc, j'ai proposé à mon beau-père, donc ma mère s'était remariée, de retravailler dans la pêche, parce que lui, il avait bossé aussi dans la pêche. Donc, on a monté une petite affaire dans la poissonnerie, tout ça, bref, pour rebondir. De cette situation-là, j'ai rencontré une fille vraiment formidable, parce que j'avais demandé à l'univers de me faire rencontrer quelqu'un qui me ferait évoluer intellectuellement, parce que je sentais que j'avais des lacunes. J'étais passionné par plein de choses, mais il me manquait des choses. Et je rencontre une fille qui était étudiante en médecine. Vous imaginez le contraste, poissonnier, étudiante en médecine, intéressant. Et cette fille m'a beaucoup appris, on s'est même mariés. Et progressivement, je revenais dans cette idée que je voulais me rapprocher de l'humain, quoi. Et pendant cette période où j'étais avec elle, où j'avais repris les études, hein, j'ai fait un ESEB, j'ai fait du droit, j'ai fait
donc j'ai repris les études pour vraiment me cultiver et apprendre des choses intellectuelles. J'ai rencontré une formation qui s'appelle l'école du toucher, une école française qui a été mise au point, montée par Jean-Louis Abrassard. Ça m'a tout de suite animé, j'ai appelé tout de suite le formateur, je me suis lancé, j'ai commencé cette formation et je me sentais animé d'une force incroyable. Et là, tout de suite en formation, j'ai dit mais c'est ça que je veux faire, quoi. En fait, c'était aider les gens par le toucher, par le massage, à être mieux dans son corps et dans sa tête. Donc j'ai commencé comme ça. Donc en 89, ma première formation qui a duré 2 ans. D'ailleurs, mon tout premier patient était un homme en situation de handicap. C'était un homme de plus de 50 ans, 55 ans, qui avait été marié pendant 35 ans. Sa femme était décédée et il était en manque de contact. Donc, il cherchait du massage, tout simplement, mais juste du massage. Il était handicapé du bras. Il avait un bras qui n'avait pas poussé, qui était à moitié, donc c'était un moignon. Et moi, bien sûr, naturellement, je me suis mis à toucher son bras. Et là, pouf, il est parti en larmes, en cris, en pleurs. Ça a été assez impressionnant. Et à chaque fois que donc la séance se terminait, il mettait beaucoup de temps à s'en remettre. Et quand il revenait 3 semaines après, il me disait, mais je sais pas, il se passe des choses en moi, je sens que je suis en train de changer. Et je l'ai suivi comme ça pendant presque 1 an. Et ça a été une vraie métamorphose. En fait, son bras, jamais personne ne lui avait touché. C'est-à-dire que même sa femme, en 35 ans de mariage, ne lui avait jamais touché son bras. Et le fait de masser, de réintégrer son corps complètement, il était transformé. C'était magique. Il se sentait accepter complètement son corps parce que quelqu'un en prenait soin. Jamais personne n'avait pris soin de son bras. C'était vraiment voilà, il essayait même de vivre comme s'il ne l'avait pas. Et ça lui déclenchait des sensations de bien-être et de plaisir incroyables. Attends, c'est d'émotion. Il a pleuré pratiquement à chaque séance pendant toute une année, quoi. Et à chaque fois qu'il revenait, il me disait, tiens, j'ai changé ça dans ma vie. À chaque fois, il changeait quelque chose et son entourage ne le reconnaissait pas. Ça a été une vraie métamorphose. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose avec le toucher, quoi. Même si là, on n'était pas du tout dans l'énergie sexuelle, bien que je pense qu'il devait y en avoir quand même, mais ce n'était pas forcément conscient. Ce n'était pas le but, en tout cas. Bon, après, j'ai malheureusement pas réussi à vivre de ce métier à l'époque parce que j'étais jeune et pas assez expérimenté. Puis j'avais j'avais beaucoup de cas difficiles, des gens qui venaient chez moi en me disant j'en suis à ma 3e tentative de suicide, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ok, c'était lourd. J'avais vraiment des cas très, très lourds. Il faut avoir un Et j'étais sacré jeune. bagage. Ouais. J'avais vraiment pas assez d'expérience. C'était difficile à gérer pour moi. Donc, puis en plus, voilà, financièrement, donc du coup, je m'en sortais pas financièrement. Donc, je suis reparti faire des petits boulots de commerciaux, de magasiniers, enfin, un tas de trucs. Et là, j'ai décidé donc au Pôle emploi, on m'a proposé de faire un bilan de compétences. Et là, dans ce bilan de compétences, est ressorti justement mes qualités humaines, mes qualités d'empathie, tout ce que j'avais effectivement dans mon métier de thérapeute déjà commencé. Et donc, on m'a envoyé à faire des stages dans le milieu du handicap. Donc, j'ai été faire des stages à gauche, à droite, dans différentes structures, tout ça, même en tant qu'EduxP, et c'est ce qui m'a plu le plus. Donc, j'ai fait pendant 2 ans EduxP en tant qu'étudiant. EduxP, c'est éducateur spécialisé, hein, c'est ça, pardon. Éducateur spécialisé, oui, tout à fait. Donc, avec des jeunes, avec des ados qui vivaient dans des structures indépendantes de leurs parents. Et déjà là, ça a commencé à me tilter dans le sens où, alors qu'ils me connaissaient à peine, quand j'arrivais dans une structure, tout de suite, les ados se confiaient à moi, et surtout sur leur vie intime. Et alors qu'ils ne le faisaient pas avec mes collègues qui étaient là depuis plus longtemps et qui étaient, à la limite, au départ, plus proches d'eux. Et moi, j'avais une proximité très instantanée avec les jeunes. J'avais constaté ça aussi quand j'avais fait des stages dans les écoles avec des enfants plus jeunes, comme animateurs, des choses comme ça. Les gamins, ils m'adoraient. Dès que j'arrivais quelque part, j'étais comme un aimant. C'était impressionnant. Les gamins venaient sur moi. Et il y avait vraiment du contact, chose que ne faisaient pas les autres. C'est-à-dire que moi, j'assumais tout à fait le contact physique, même avec des enfants, parce que moi, je sais que mon contact est sain. Et les gamins, on ne peut pas leur mentir. Un gamin, il sent quand vous n'êtes pas clair. Ils sont très instinctifs, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Et c'est ça qui me rassurait, parce que je voyais que les gamins, ils venaient vers moi naturellement et que ça se passait super bien. D'ailleurs, mes supérieurs trouvaient ça très intéressant. Par contre, mes collègues, eux, ils n'acceptaient pas du tout, parce qu'ils ne se sentaient pas capables de faire la même chose. Donc, du coup, ils mettaient un jugement sur ma façon d'agir. Ça les dérangeait. Enfin, bref. Bon, mais alors, et comment tu as découvert, Fabrice, le métier d'accompagnant sexuel? Ah, mais c'est venu bien après. D'abord, donc j'ai repris l'univers du massage en inventant avec un ami un concept de massage avec un petit appareil en bois et tout, que je vendais sur les marchés, les foires pendant des années. J'ai vécu pendant quelques années grâce à ça. Et j'avais mis au point un prototype de relaxation très rapide en associant ce petit appareil en bois et mes mains, le travail énergétique de mes mains. Et en arrivant sur Lyon
en 2004-2005, j'ai rencontré, j'ai été embauché par un institut de massage qui cherchait des masseurs pour travailler dans des restaurants. Parce qu'à Lyon, il y avait un restaurant qui proposait des animations et il y avait du massage. Et j'habitais juste à côté. Quand je suis arrivé, j'habitais à 100 mètres. Donc, je me suis dit, là, c'est un signe. C'est pas possible que j'arrive à Lyon pour faire du massage en habitant à côté du seul restaurant à des centaines de kilomètres à la ronde qui propose du massage. Donc, je suis rentré dans ce resto. J'ai été embauché par l'Institut. J'ai commencé à proposer mon protocole dans ce resto. Ça plaisait beaucoup et j'ai commencé à me faire connaître comme ça. Donc, je suis rentré de plus en plus dans le massage, à faire du massage à domicile. Et quand j'ai commencé vraiment à avoir mon cabinet de massage chez moi, là, l'énergie sexuelle est venue de plus en plus fréquente. J'avais beaucoup de clients hommes, même femmes, et je sentais bien que je déclenchais tout de suite du désir, je déclenchais que ce soit chez les hommes, chez les femmes, et que les patients que je recevais me disaient, mais il se passe des choses chez moi quand vous me touchez, je sens que ça me fait du bien, est-ce qu'on peut approfondir le truc? Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et donc je me suis formé au massage tantrique, donc qui travaille sur l'énergie vraiment sexuelle, et j'ai commencé à travailler vraiment sur l'énergie sexuelle des gens. Donc, en me limitant simplement à la stimulation avec les mains, sans aller concrètement à un rapport, mais il y avait des fois, on me le demandait et je ne le faisais pas, mais bon, je sentais que pourquoi on ne le faisait pas, quoi. Je commençais vraiment à m'interroger depuis déjà, avant que je rencontre la PAS et la formation, ça faisait bien 2 ans que je me disais quand même, pourquoi on ne pourrait pas faire de la thérapie vraiment sexuelle complète? Parce que je sentais vraiment, sincèrement, que ça pouvait être utile et que c'était demandé. Et donc voilà, en 2015, mars 2015, ma compagne de l'époque, mère de ma fille, me dit, elle est sexothérapeute, elle me dit, il y a une formation qui commence dans 3 semaines, j'aurais bien voulu la faire, mais je ne suis pas dispo et je pense que ça peut t'intéresser, c'est vraiment dans l'esprit de ton travail. C'est de l'accompagnement sexuel pour personnes en situation de handicap. Donc je suis allé voir le site, j'ai vu tout, enfin j'ai passé des heures sur le site à écouter toutes les vidéos, écouter Marcel Nuss, son parcours et tout ça. Sa volonté de faire évoluer les choses et ça m'a bouleversé. On n'est pas dormi de la nuit. J'ai appelé le lendemain Gilles, on a longuement discuté au téléphone et elle m'a dit tout de suite de venir. Donc c'était 3 semaines après, c'était vraiment tout de suite. Donc j'ai fait cette première formation. En plus, ça a été médiatisé parce qu'on nous avait refusé l'hôtel, donc on avait fait un procès, tout ça. Donc les médias sont débarqués. C'est pour ça que j'ai été tout de suite sur. Mes parents ont découvert ce que je faisais comme formation à la télé la semaine d'après, parce que c'est passé sur l'émission de la santé. Je leur avais dit, voilà, regardez ce que j'ai fait le week-end dernier, vous allez comprendre ma nouvelle voix. Donc c'était assez. Ma mère a tout de suite compris et mon père lui a eu un peu de mal parce que forcément c'était montré comme de la prostitution. Plus ou moins légalisée. On va en reparler, ça, effectivement, de la vision de la famille. Moi, j'ai besoin de comprendre, en fait, là, justement, quel est le parcours de formation, en fait, au sein de la PAS. Qu'est-ce que vous y apprenez? Quel domaine vous apprenez? Est-ce qu'il y a évidemment l'acte, quand je dis l'acte, c'est les gestes, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, les aspects légaux? Enfin, qu'est-ce que ça comprend? C'est surtout ça. La toute première formation, celle qu'on organise pour le mois d'octobre, là, je vais d'ailleurs y participer. C'est la première fois que je passe de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais organiser avec mes collègues la prochaine formation. Donc, le premier module, c'est effectivement l'aspect juridique. D'ailleurs, c'est le premier cours qu'il va y avoir le premier jour. C'est toute une demi-journée, voire plus, sur l'aspect juridique, ce qui est possible, comment ça se passe en France, toute la légalité. Et donc, à ce niveau-là, tout simplement, en résumant, effectivement, l'acte d'accompagnement est considéré comme un acte de prostitution, qui est pénétration ou pas. Faut être bien clair, c'est qu'à partir du moment qu'on touche un corps et qu'il y a une libération d'énergie sexuelle et qu'on travaille sur les énergies sexuelles, on est considéré comme travailleur du sexe. D'ailleurs, ça a été le grand choc de ma compagne, la mère de ma fille, parce que quand je suis rentré de formation, je lui dis, je vais t'apprendre que tu es une travailleuse du sexe. Parce qu'en tant que thérapeute qui touche le corps et le sexe des hommes et des femmes, pour travailler sur leurs besoins et leurs difficultés, on est considéré comme travailleur du sexe. Bon, alors c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout accepté, bien sûr, mais ça n'empêche qu'au niveau légal, la loi, c'est comme ça. L'égalité, c'est comme ça. Et en soi, ce n'est pas grave. Tout de suite, on nous rassure en disant, mais ce n'est pas un souci, c'est juste l'image qu'on s'en fait parce qu'on a le droit de travailler en tant que travailleur du sexe. L'hypocrisie du système, c'est aujourd'hui condamner le client. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très hypocrite dans notre société, mais c'est pour calmer les extrémistes anti-prostitution. On donne d'un côté, on retire de l'autre. Donc, les travailleurs du sexe peuvent travailler sans problème, à partir du moment qu'ils sont déclarés et qu'ils font ça. Et tu expliquais que par contre, vis-à-vis des clients, je ne sais pas d'ailleurs, tu les appelles les clients, les patients, comment tu les appelles d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs positionnements. Au niveau de la PAS, toutes les personnes qui font une demande d'accompagnement, ce sont des accompagnés. Okay.
Voilà, c'est pour ça qu'on utilise bien le terme d'accompagnant. Et parce qu'en tant qu'assistant, ce serait des assistés. Et on ne veut pas que les gens se considèrent comme des assistés. Le terme d'assistant, même s'il a une autre connotation, l'assistance, hein, parce qu'assistance à personne en danger, c'est beau, c'est noble, il n'y a pas de souci. Mais dans cette démarche d'accompagnement, parce que pour moi, on accompagne les gens vers une réconciliation avec eux-mêmes, une prise de conscience de leur corps, reprendre confiance dans la féminité pour les femmes, leur féminité qui a été cassée par le handicap ou qui n'a jamais pu s'exprimer. Enfin, on va reparler de ça, mais effectivement, est-ce que, pour revenir à la formation, donc tu parlais de la partie légale, la partie théorique, mais moi aussi, j'imagine qu'il y a aussi un peu ces notions de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de garde-fou, de limite, tu vois, de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il n'est pas possible, pour toi et pour l'accompagner, quoi. Oui. Dans la pratique, chacun a ses limites. Hein, chacun va poser ses limites avec la personne qu'il va avoir au téléphone et qui va exprimer son besoin, mais tout en sachant que, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les nouvelles recrues que l'on fait, on est un peu plus difficile dans le recrutement parce que il faut se rendre à l'évidence, les hommes qui représentent 99% des demandes ont besoin à 90% d'un acte de pénétration. Voilà, c'est vraiment le besoin fondamental de l'homme de base, entre guillemets, hein, moi le premier, je veux dire, on a souvent besoin quand même, surtout quand on en est privé, et je sais ce que c'est parce que j'en ai été privé longtemps, quand on est avec une femme, on a envie de la sentir pleinement, complètement, hein, et c'est pas en termes de domination ou quoi que ce soit, c'est vraiment en termes de plaisir, de sensation, de communion, d'échange, de partage. Donc, les femmes qu'on recrute aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit sûr, et il faut qu'elles soient sûres à 100% de pouvoir aller jusqu'au bout dans l'acte. Ce ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, il faut que ce soit possible. Et si elles ont des doutes, on préfère prendre quelqu'un d'autre. Alors, on est beaucoup plus dur, alors qu'au début, ce n'était pas le cas, mais n'empêche qu'aujourd'hui, après plus de 80 personnes formées par la PAS depuis 2015, il en reste 12. Vous imaginez l'échec, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent. Et moi, le premier, j'ai failli arrêter. Hein. On ne sait pas vers quoi on se lance et on n'était pas assez informé au départ. Et donc, là, maintenant, dans notre formation, on va beaucoup plus, déjà au niveau de la sélection, là, j'en fais une tout à l'heure, notre discours est beaucoup plus direct. On parle des choses crûment pour leur expliquer clairement à quoi ils vont être confrontés. Oui, que ce soit pas idéalisé ou fantasmé. Et c'est complètement idéalisé. Moi, le premier, j'ai complètement idéalisé ça. Je ne m'attendais pas du tout au choc émotionnel que j'allais prendre en pleine poire. Okay. Quand on se retrouve face à quelqu'un qui est dans une telle détresse et qu'on prend tout son parcours, toute sa vie, c'est terrible. C'est franchement très, très, très fort émotionnellement. Donc, il faut être solide. Et puis, par rapport à l'acte en lui-même, il faut être prêt à à vivre un acte complet. Et si on n'est pas prêt, on préfère dire à la personne non, on est désolé, mais c'est pas possible. On peut accueillir que 15 personnes en formation et il nous en faudrait 4 fois plus. Donc, on sélectionne les femmes. Alors, souvent, c'est des femmes qui sont déjà plus ou moins travailleuses du sexe, en tout cas qui l'envisageaient, ou en tout cas, ça leur fait pas peur. Et après, bien sûr, il va y avoir toute l'information sur le handicap, comment on peut gérer en fonction du handicap, les positionnements et tout ça. Fabrice, est-ce que du coup, tu peux nous décrire un peu ton métier en quelques mots ? Parce que j'aimerais bien comprendre, en fait, quel est l'objectif de l'accompagnement et pourquoi, en fait, on pense que ça passe forcément par un acte sexuel. Et d'ailleurs, est-ce que ça passe forcément par un acte sexuel, vos accompagnements, tu vois ? Pour les personnes en situation de handicap qui nous contactent, alors moi, je vais parler des femmes parce que je m'occupe que des femmes. Les femmes qui nous contactent, dans un premier temps, elles ont surtout besoin de sensualité. Mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Ma toute première expérience, le tout premier accompagnement que j'ai fait, la femme voulait du sexe, mais pur. C'était vraiment clair, elle ne voulait pas d'affectif, elle ne voulait même pas embrasser. C'était un besoin physiologique de sentir un homme en elle. C'était une femme qui avait énormément de besoins, qui avait une maladie un peu lourde, et elle a fait appel à nous, donc on s'est vu plusieurs fois, et c'était vraiment purement du sexe. Voilà, c'était son besoin physiologique, elle avait besoin de sentir un homme en elle, c'était comme ça. Elle était handicapée de naissance en plus, donc c'était depuis longtemps. C'était compliqué, voilà. Donc c'était assez un choc pour moi d'ailleurs, la toute première, parce que dans notre formation, on nous met beaucoup en garde sur le lien, l'attachement affectif qui peut se créer. Et là, c'était drôle de voir que là, il n'y en avait absolument pas. Il n'y avait pas de doute possible, quoi. Ah oui, c'était assez drôle. Est-ce que tu peux nous décrire comment l'accompagnement se déroule ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des phases avant la rencontre ? Je crois que oui, et je voudrais que tu nous expliques aussi en quoi ces étapes sont importantes, en fait, justement. C'est complètement indispensable. Quand donc la personne remplit un questionnaire, le formulaire qui est sur le site, donc elle est mise en relation avec un accompagnant ou une accompagnante,
Et donc, dans un premier temps, ça peut être par mail dans un premier temps. Moi, je viens très vite au téléphone, j'ai besoin d'entendre la voix, de discuter, d'échanger. Donc, on va pouvoir échanger au téléphone. Donc, certaines femmes vont mettre beaucoup de temps à téléphoner. Enfin, on va s'appeler plusieurs fois avant de passer à prendre rendez-vous. Et d'ailleurs, je dirais même 2 fois sur 4, on va passer notre temps au téléphone et ça n'ira pas plus loin. C'est moins fréquent chez les hommes, mais ça arrive aussi. Mes collègues féminines me le disent aussi. Il y a des fois, des hommes, le simple fait d'avoir pu exprimer leurs fantasmes, d'avoir pu en parler avec une femme au téléphone, n'ont pas forcément besoin d'aller plus loin. Et pourquoi elles sont importantes, en fait, ces phases-là? Et qu'est-ce que vous validez, en fait? On valide déjà leurs besoins, leurs attentes, si on peut y répondre, voir comment le feeling se crée, parce qu'il faut aussi qu'il y ait du feeling entre les deux personnes, déjà par la voix au téléphone. Après, ça peut être par Zoom, si on ne peut pas se rencontrer en physique, on a besoin d'un visuel. C'est important de voir la personne en face, de sentir si le demandeur ou la demandeuse, il faut qu'elle sente du désir pour l'accompagnant ou l'accompagnante qui va venir le voir. C'est la base quand même. Donc, tout ça, on le valide en amont. Et quand la personne est sûre à 100%, on prend rendez-vous. Donc, soit au domicile, soit à l'institution, ce qui est plus rare, mais ça peut arriver, soit dans un hôtel, ce qui est beaucoup plus souvent le cas, parce que c'est plus facile, c'est un terrain neutre. Et normalement, la personne qui nous contacte devrait être accompagnée par un auxiliaire de vie. Parce que nous, dans notre pratique, on n'a pas le droit, normalement, de les déshabiller, de les transférer, et encore moins des gestes éventuellement médicaux, comme une sonde ou des choses comme ça. Donc ça fait partie de la théorie. Mais dans la pratique, enfin, surtout pour moi, il n'y en a qu'une qui était vraiment accompagnée d'une auxiliaire de vie. Toutes les autres, elles étaient seules parce que quand elles en ont parlé, elles se sont fait casser, elles en ont pris plein la tronche. On leur dit, mais c'est un scandale, tu ne peux pas faire ça. Alors, oui, et puis je crois que tu expliquais dans une vidéo qu'il y avait surtout aussi un entourage qui les inquiétait par rapport à l'aspect légal aussi. Tout à fait. Le fait de leur faire peur en disant, mais tu vas aller en prison, c'est interdit, c'est illégal. Donc, effectivement, en soi, c'est juste. Effectivement, c'est le demandeur qui peut être pénalisé. Mais dans la réalité, ce n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, on aimerait bien à la limite parce que notre service juridique se ferait un plaisir de porter plainte et de faire un procès. Enfin, ce serait vraiment intéressant. Alors Fabrice, combien de temps un accompagnement dure en général? Ma question derrière, en fait, c'est est-ce que c'est des accompagnements sur la durée ou est-ce que c'est presque volontairement un accompagnement ponctuel sur quelques séances pour, je ne sais pas, tu vas redonner confiance à la personne, la remettre sur des rails pour que finalement, je dirais, je sais pas, comme si vous étiez une transition en fait, et au contraire, un accompagnement long serait de l'assistanat et pas forcément la bonne chose. C'est tout à fait exact. Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a effectivement, dans mon cas, comme je n'accompagne que des femmes, souvent, à part une personne que je continue à voir parce qu'elle est dans une situation vraiment particulière, toutes les femmes que j'ai accompagnées, on a fait 1, 2, 3, 4, peut-être 5. Il y en a une, ça a duré 2 ans, mais elles ont fini toujours par ne plus avoir besoin de moi. Et c'est effectivement l'objectif. Ça, c'est clair. Par contre, mes collègues féminines, c'est pas le même cas de figure. D'une part, parce qu'on n'est pas assez nombreux dans le même secteur. Donc, si effectivement il y avait 4-5 accompagnantes dans le même secteur, les demandeurs auraient le choix et pourraient changer, il y aurait moins d'attachement, ça permettrait. Mais là, c'est pas le cas. Souvent, une accompagnante, elle a un rayon de 200 km autour d'elle, mais elle est toute seule. Donc, le demandeur, s'il a toujours des besoins tous les mois, et c'est souvent, j'ai beaucoup de mes collègues qui vont régulièrement, tous les mois, voir cette personne. Parce que c'est indispensable pour lui. Il n'a aucun autre moyen de se faire plaisir parce qu'il a beau avoir tout essayé au niveau de la séduction classique, ça ne marche pas. Ça fait des années qu'il se prend des râteaux. Et voilà, la solution d'être accompagné par quelqu'un de professionnel qui va vraiment prendre soin de lui, et ben voilà, et ça peut durer effectivement longtemps. Alors, dans les personnes en fait qui prennent contact avec toi, est-ce qu'il y a des personnes que tu peux être amené à refuser d'accompagner? Et pour quelles raisons? Est-ce que c'est toi qui te fixes des limites ou c'est que tu sens que la personne ne le fait pas dans une bonne démarche? Enfin, quelles sont les limites que tu te fixes? Alors moi, personnellement, je n'ai jamais refusé personne. Ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été en phase avec les demandes, même si dans l'action en tant que telle, par exemple, ma toute première expérience, pour revenir là-dessus, elle me demandait des choses physiques, sexuelles, un peu délirantes, parce qu'elle passait son temps à regarder des films porno, et elle voulait faire ce qu'elle voyait sur les films porno. Bon, c'était pas possible. Donc, on en a rigolé, j'ai essayé de la mettre face à la réalité, et ça s'est bien passé quand même. Mais hormis ça, les femmes n'ont pas des demandes complètement exigeantes, énormes.
Donc, ça se passe très bien. Moi, j'ai aucun souci et je peux toujours tout faire de ce qu'elles ont envie parce que c'est des choses assez simples. Par contre, mes collègues féminines, et de plus en plus, sont confrontées à des hommes qui ont une attitude irrespectueuse, malgré le discours qu'on a. Parce que quand on fait une mise en relation, moi, je m'occupe aussi des mises en relation pour mes collègues. Donc, j'explique bien à la personne que c'est un acte donc tarifé, bien sûr, que ce n'est pas des professionnels du sexe, même s'il y en a certaines, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. C'est vraiment des femmes qui font cette pratique. C'est une pratique, ce n'est pas un métier. On ne fait pas ça tous les jours, c'est impossible. On fait ça de temps en temps. Il va falloir qu'ils respectent leur vie privée. C'est-à-dire qu'ils vont forcément à un moment donné avoir leur téléphone, puisqu'il va y avoir un échange. Il ne va pas falloir les appeler tous les 2 jours, l'envoyer des SMS, des choses comme ça. Il va falloir respecter le cadre que l'accompagnante aura posé. Et on a de plus en plus de mal, enfin en tout cas on est confronté de plus en plus à des hommes qui ne respectent pas ce cadre et qui ont une attitude et même qui demandent des choses en soi qui peuvent se comprendre. Dans le plaisir, on peut avoir des fantasmes et des choses, mais ils demandent ça d'entrée de jeu sans se connaître et comme si c'était une obligation. Je la paye, elle doit me faire ça. Donc là, on est confronté à un manque de respect assez violent depuis 1 an. Alors est-ce que le Covid joue là-dessus? J'en sais rien. N'empêche que depuis 1 an, on a des attitudes qu'on avait beaucoup moins avant. Donc, c'est assez surprenant. Donc, bien sûr, ces personnes-là, on les rappelle. Donc, déjà, l'accompagnante leur explique ce qui est possible et pas possible. S'il ne comprend pas, c'est quelqu'un qui fait les mises en relation qui va le contacter. Et si ce n'est pas le cas, on lui fait un courrier du président de l'association en disant que sa demande est annulée, qu'on le sort de nos listes. On le désabonne en fait, de notre association. Et il n'aura plus moyen de faire recours à nous. Et ça arrive malheureusement assez souvent, alors qu'avant, ça n'arrivait très, très peu. Okay. Voilà. Je n'ai pas d'explication rationnelle à donner, mais en tout cas, il y a tous ces cas de figure qui sont vraiment… Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été confronté à ça. Ce que je suis confronté, c'est des femmes, comme je vous dis, où je passe beaucoup de temps au téléphone et au final, elles ne vont pas aller jusqu'à la démarche. Et il faut savoir que tout le temps passé en amont et après la rencontre, est bénévole. On ne fait payer que l'acte en lui-même quand on se rencontre. C'est important de le préciser parce que Tout à fait. C'est beaucoup d'heures avant. Ça marche. Alors, dans les personnes que tu accompagnes en situation de handicap, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des handicaps moteurs ou aussi mentaux? Et si c'est le cas pour les handicaps mentaux, comment on réussit en fait à s'assurer, tu vois, de la légitimité ou en tout cas de la pleine volonté de la personne dans ce cas-là, de leur demande et de leur démarche? Alors, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un de handicap mental. Enfin, en tout cas, pas dans un accompagnement complet. J'ai fait des petites séances de massage pour des femmes et des hommes en situation de handicap mental lors d'un festival. Et on avait un résultat super intéressant. Mais là, c'était juste du massage, du toucher énergétique habillé. Donc, ça durait 15 minutes. C'est très fort en émotion et il se passait vraiment plein de choses. Dans mes accompagnements complets, vu que je suis toujours en direct avec la femme qui m'appelle, je n'ai jamais été mis en relation avec la famille, contrairement à mes collègues. De plus en plus de familles ou d'institutions nous appellent pour justement prendre en charge quelqu'un qui ne peut pas forcément s'exprimer, mais qui, eux, au quotidien, voient bien depuis des mois, voire des années, qu'il y a un problème qui se crée et qu'il va falloir trouver une solution. Un cas très, très touchant qu'on a eu l'année dernière, enfin avant le Covid, d'une famille qui nous contacte, où son jeune de 20 ans commence à avoir des… Alors, c'est quelqu'un qui est autiste et qui n'arrive pas forcément à exprimer clairement donc, ses besoins et ses désirs, mais qui commence à avoir des attitudes un peu agressives dans la rue, qui va avoir des filles comme ça qui les touchent. Donc, c'est impossible. Donc, ils sont obligés de le séquestrer, imaginez le truc. Donc, ils font appel à nous. Donc, une collègue à moi va le voir. Ils ont passé 2-3 heures ensemble, juste à être nus l'un contre l'autre, à se faire des caresses et câlins, parce que sexuellement, ils ne savaient même pas ce que c'était, en fait. Et bien, rien que ça, du jour au lendemain, c'était terminé. Il n'a plus agressé personne. Tu dirais que toutes ces personnes en situation de handicap, dans le cadre de ton accompagnement, en fait, c'est quoi leur plus grosse difficulté à affronter en fait, sur le plan affectif? Ma question derrière, c'est est-ce qu'elles ont un propre regard difficile sur leur propre corps ou c'est plutôt les gens qui leur renvoient cette image-là? Il y a les 2 cas de figure. Parce que celui qui est handicapé de naissance, qui a vécu toute sa vie, quelque part, il s'y est fait à son handicap. Donc, il va l'intégrer plus ou moins, mais ça, c'est une question hyper personnelle. Chaque personne va avoir une réponse un peu différente. Moi, je ne peux parler que des femmes que j'ai accompagnées. Et donc, les cas les plus difficiles, ce sont effectivement les personnes qui sont handicapées de naissance ou presque, et qui subissent le regard des autres, ce rejet et ce manque d'intérêt sensuel ou sexuel depuis toujours. Donc, effectivement, pour elles, c'est super dur.
Mais c'est pas moins dur non plus pour une femme qui a un accident à 30 ans, qui avait une vie sexuelle, qui était en couple, et puis le mec se barre, comme 95% des cas. Il faut le savoir que quand une femme tombe en situation de handicap, 95% de compagnons s'en vont. Quand c'est un homme qui tombe en handicap, 95% des femmes restent. C'est intéressant, comme... Et donc, voilà, ces femmes que j'ai accompagnées... Pas de commentaires. Non, pas de commentaires. Donc, ces femmes qui sont abandonnées ou qui le vivent depuis leur enfance, je ne sais pas laquelle la situation est la plus dure, mais en tout cas, elles ont tout en pleine tronche, quoi. Celles qui l'ont depuis toujours rejeté, aucun homme désire d'elles, et c'est super compliqué. De temps en temps, il y en a quand même qui ont réussi à avoir une petite aventure, quelque chose, mais souvent, c'était au sein de l'institution où elles vivaient, donc pas forcément facile de se retrouver, on les aidait pas à avoir de l'intimité, donc aucun rapport physique, forcément, parce que ça fait aussi partie de nos attributions en tant qu'accompagnant. On peut aider aussi un couple à se connecter pour faire l'amour. Moi, je l'ai déjà fait 2-3 fois avec un couple homosexuel, 2 hommes handicapés qui ne peuvent pas faire l'amour sans aide. Et là, je n'interviens pas en tant que tel. Je suis là pour les mettre en contact, les mettre en situation, et après, je les laisse et je reviens pour les rhabiller. Enfin, c'est assez costaud comme truc, mais c'est super intéressant aussi. C'est chouette de pouvoir participer et de permettre à d'autres personnes de faire l'amour. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi. N'oubliez pas qu'il y a une seconde partie, et si vous voulez être sûr de ne pas la manquer, le plus simple c'est de vous abonner, et du coup vous recevrez une alerte de la diffusion de la seconde partie. Pour entrer en contact avec Fabrice, mais rien de plus simple, rendez-vous sur son site www.lasourceestenvous.fr ou via l'association APAS. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner la visibilité à l'épisode de Fabrice, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre entourage, à votre tante journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast, s'il vous plaît. Je vous dis à dimanche prochain pour la seconde partie de l'épisode avec Fabrice. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous.